Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 8 mai 2023 et on commence directement le show avec Cody Rhodes qui va faire son entrée juste après avoir battu Brock Lesnar à Backlash il y a 2-3 jours. Donc il arrive dans le ring, on a Jacksonville, du coup il va parler encore une fois, enfin il va faire référence à la Elite Wrestling. D'ailleurs, je me pose toujours la question comment la WWE le prend réellement quand Cody Rhodes fait des petits clins d'œil à chaque fois à la Elite Wrestling. Surtout, il fait pas des clins d'œil mal, méchants, où il va vraiment critiquer son passé, ou comme peuvent le faire certains ex-catcheurs de WWE quand ils partent dans une autre fédération. Lui, justement, c'est plus. Là, il va parler de beaux souvenirs, il va dire qu'il a battu de beaux souvenirs pendant le Covid dans cette ville-ci. Donc, il fait vraiment une grosse référence à Elite Wrestling. Je me demande vraiment comment les officiels de la WWE le prennent. Si vraiment ça les embête un petit peu, si juste ils s'en foutent totalement, ou s'ils écoutent juste pas la promo. Euh, mais j'imagine qu'il a quand même pas mal de liberté au niveau de ses promos, Cody Rhodes, puisque je pense pas que c'est la WWE qui aurait écrit ce genre de promo pour lui. Donc encore une fois, il va rappeler qu'il a battu Brock Lesnar, qu'il a appris maintenant que c'était possible de battre Brock Lesnar et que maintenant il va continuer sur un nouveau chemin. Pour le titre poids lourd, puisqu'il est ce soir dans le tournoi, d'ailleurs la WWE nous a annoncé les deux triple threat match, enfin les participants des deux triple threat match pour ce soir. Et donc là, il va se diriger vers le titre qui est sur la rampe d'entrée, mais à ce moment-là, Seth Rollins va faire son entrée. Donc à ce moment-là, Cody Rhodes ne pourra pas terminer ce qu'il voulait dire, même si je pense pas qu'il avait quelque chose de plus intéressant à nous raconter. Et à ce moment-là, du coup, Seth Rollins arrive directement dans le ring pour le premier tour du tournoi World Heavyweight, du coup, triple threat match entre Seth Rollins, Damian Priest et Shinsuke Nakamura. Euh, ouais, ça avait fuité sur les réseaux sociaux ce match-là. C'est pas le match que j'attendais le plus parmi les deux triple threat match, mais je trouve que c'était un match assez intéressant. C'est vraiment pas le meilleur match in-ring qu'on a eu ce soir-là. Pourtant, avec les noms qu'il y avait dans ce match-là, ça aurait pu être un peu plus grandiose. Seth Rollins, je vais pas laisser le suspense durer plus longtemps. Seth Rollins remporte le match. Il fait, je crois, il me semble, d'abord un. Enfin, on a Shinsuke Nakamura et Damian Priest qui sont dans une soumission. D'ailleurs, enfin, plutôt Damian Priest qui est dans la soumission de Shinsuke Nakamura. Les noms sont les Glocks. Et à ce moment-là, du coup, Seth Rollins, lui, il est sur la troisième corde. Il va faire un frog splash sur Shinsuke. C'était assez prévisible en vrai qu'il allait faire ça. Et ensuite, il enchaîne directement avec Shinsuke avec un pedigree. Il envoie Damian Priest en dehors du ring. Il fait le tomber sur Shinsuke. Victor Seth Rollins. Il passe au deuxième tour. Du coup, dans le main event, il affrontera le gagnant du deuxième triple threat match. Et s'il remporte ce match-là, il dirigera du coup vers Night of Champions. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Victoire de Seth Rollins. Pas grand-chose à rajouter là-dessus. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Otis et Mustafa Ali. Du coup, première apparition du côté de Raw d'un free agent. Du coup, Mustafa Ali. C'était un match fun, rigolo, qui n'a pas duré très très longtemps. Victoire de Mustafa Ali qui va remporter le match face à Otis. Ça m'a étonné un petit peu, c'est pas une mauvaise surprise, je trouve. Très bonne surprise de voir Mustafa Ali remporter ce match-là. Je suis pas fan encore une fois de sa gimmick positive, etc. Mais bon, si ça lui permet d'avoir plus de temps d'écran et pouvoir catcher, avoir des victoires, tant mieux pour lui. Et je pensais justement que son statut de free agent allait l'empêcher de faire tout ça et qu'on allait le voir moins souvent puisque pour moi, c'est juste un aveu de je sais pas trop quoi faire de soi quand la BVE met un free agent, à part pour Brock Lesnar et Homos. Mais du coup, là, justement, assez surpris positivement le fait de voir Mustafa Ali à Raw et en plus remporter un match, donc je trouvais ça super sympa. Ensuite, on a eu le deuxième tour du tournoi. Donc cette fois-ci, on avait le Miz face à Finn Balor et face à Cody Rhodes. D'ailleurs, Cody Rhodes, il avait fait son entrée premièrement avec le bras un peu pété au début du show. Enfin, il avait vendu du coup la Kimura de Brock Lesnar, mais pendant la deuxième entrée, il s'en fout totalement. Il a plus trop mal. Le match était très bon. Je trouve que c'était peut-être le meilleur match de la soirée, bien meilleur que le premier triple threat match. J'ai beaucoup aimé la mise en avant de Cody Rhodes pendant ce match-là. Je crois qu'à un moment donné, Cody Rhodes il va attaquer quelqu'un. Il va attaquer soit le Miz ou Finn Balor. Je crois qu'il va attaquer Finn Balor. Et le Miz va en profiter pour mettre Cody Rhodes en dehors du ring. Mais là, à ce moment-là, Cody Rhodes il revient directement dans le ring. Donc je trouve que c'était une très bonne mise en avant où on voyait que Cody Rhodes il avait la maîtrise sur tout ce qu'il faisait dans le ring. Et c'était super bien. À la fin, il va faire 3 crossroads sur le Miz. Donc assez respecté finalement le Miz. Je pense pas qu'il méritait plus qu'un crossroads pour perdre. Et du coup, il part pour faire le tomber, mais à ce moment-là, on a Brock Lesnar évidemment qui va tirer Cody Rhodes en dehors du ring. Il va lui faire un FA, il va le faire passer à travers la table des commentateurs. Donc Finn Balor à ce moment-là va faire son coup de grâce et en profiter pour remporter le match. Donc Finn Balor du coup se dirige vers le deuxième tour et affrontera du coup Seth Rollins dans le main event de Raw pour déterminer qui ira du coup à Night of Champions. Et du coup, juste après le match, on a Brock Lesnar qui va prendre Cody Rhodes, il va prendre un micro, il va lui parler. Il est énervé, il veut un combat face à Cody Rhodes. Il va faire une promo pas très très. Enfin, je dirais pas qu'elle était embarrassante, mais elle était pas méga travaillée, je crois, la promo. Enfin, limite, je pense qu'elle était pas travaillée du tout. Il a improvisé.
parce il va répéter plusieurs fois les mêmes mots. Mais je trouve que c'était vraiment un bon segment pour rajouter de l'intensité dans cette rivalité. En vrai, c'était prévisible que Brock Lesnar allait attaquer Cody Rhodes. J'espère encore une fois que Cody Rhodes repartira encore une fois vainqueur du prochain match qu'ils auront, puisque maintenant c'est officiel, on aura Cody Rhodes contre Brock Lesnar à Night of Champions. Et puis Cody Rhodes, par la suite, dans les segments en backstage, il va confirmer qu'il accepte le challenge de Brock Lesnar. Donc on verra bien, il dit aussi qu'il n'y a toujours aucune raison pour laquelle Brock Lesnar l'attaque. Il ne sait pas pourquoi Brock Lesnar l'a attaqué à Raw After Mania, il ne sait toujours pas pourquoi il attaque maintenant. Il est juste frustré finalement, Brock Lesnar. Et j'ai quand même hâte de voir où pourrait nous mener le deuxième match entre les deux. J'espère avec une stipulation, pourquoi pas, parce qu'avoir le même match, ce serait un peu dommage. Et un match un petit peu plus long, pourquoi pas. Enfin bref, juste après ça, on a Rhea Ripley qui a affronté Dana Brooke, donc match assez random finalement. Elle était accompagnée de Dominic Mysterio, bon, sans surprise, elle remporte le match. Mais je pense que le bruit qui a été fait sur les réseaux sociaux par rapport à Dana Brooke, le mouvement Give Dana Brooke a Chance, je pense que ça a fait du bruit suffisamment fort pour que les officiels de la WWE lui donnent un match à la télé. C'est pas très souvent qu'on voit Dana Brooke catcher à Raw, que ce soit à Raw ou à SmackDown d'ailleurs. Mais tant mieux pour elle. Après, elle va perdre rapidement puisqu'il faut construire un replay assez fort. Toujours pas d'échange de titre, je sais pas pourquoi. Mais voilà, on verra peut-être que pendant les prochaines semaines, on aura un échange de titres ou je sais pas comment ils vont faire. Je suis sûr qu'ils se posent même pas la question eux-mêmes. Et après le match, là, je m'y attendais pas vraiment. Mais on a Natalia qui va faire son entrée pour se mettre face à Rhea Ripley qui va partir. Du coup, pas grand chose qui a été construit entre les deux. Mais visiblement, la seconde défense de titre de Rhea Ripley sera probablement face à Natalia. On arrive dans la période de l'année où Natalia elle a toujours une opportunité, où elle a toujours sa petite mise en avant. Vers Money in the Bank, vers SummerSlam, on a toujours le léger push annuel de Natalia qui va affronter une catcheuse pour essayer de la rendre over ou du moins de lui donner un petit peu de nourriture, on va dire. Et au final, elle va rien gagner, elle va rien gagner, Natalia. Mais c'est un petit peu habituel. Je pense que depuis 2018, on est toujours dans la même construction avec Natalia à chaque fois. Vers l'été, vers le printemps, elle arrive, elle fait son petit match qu'elle va perdre rapidement. Et puis après, c'est fini et on la revoit plus pendant un an. Enfin bref, moi ça me dérange pas en vrai d'avoir Natalia comme challengeuse pour les titres. Je sais que dans le fond, Natalia, ça reste quand même une bonne catcheuse. Même si je pense pas qu'elle a la meilleure mise en avant et puis après maintenant elle a fait son temps. Mais ça me dérange vraiment pas du tout de l'avoir affronté Rhea Ripley. C'est juste pas la challengeuse la plus legit je trouve pour l'affronter. Et je pense pas que ce sera le programme le plus intéressant du règne de Rhea Ripley s'il dure. Mais Natalia ça me dérange vraiment pas. Ensuite on a eu un match entre les champions par équipe Kevin Owens et Sami Zayn face à Imperium, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Assez étonnant de voir ce match là directement dès le premier jour d'après la draft. C'est un peu étonnant et un peu dommage parce que je pense qu'on aurait pu avoir une rivalité un peu plus intéressante entre les deux équipes, mais visiblement dans la tête des officiels, c'est vraiment pas le projet actuel de pusher Imperium en tant qu'équipe forte, malheureusement. La semaine prochaine, on aura le retour de Gunther d'ailleurs, puisqu'il est en lune de miel, j'avais oublié ça, j'avais totalement zappé qu'il s'était marié avec Ginny, ancienne catcheuse NXT UK, et que maintenant il est en lune de miel en Italie, je pense, donc il fera son retour la semaine prochaine, et tant mieux d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas dans le tournoi pour le titre World Heavyweight. Et puis de toute façon, en tous les cas, je pense que pour la WWE, c'est une bonne excuse, parce que c'est difficile à booker Gunther sans le faire perdre actuellement, et tant mieux d'ailleurs, parce que j'aurais peut-être pas voulu le voir perdre dans un match triple threat match. En vrai, moi, si tu le mets dans le tournoi, Gunther, je veux le voir champion dans tous les cas, donc assez compliqué de le booker si c'est pas pour le faire gagner. Mais du coup, on a eu le match entre les deux équipes, puisqu'il y a un segment backstage juste avant où Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci voulaient parler à Kevin et Sami Zayn. D'ailleurs, mise en avant bizarre de Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. On dirait que c'est un peu humoristique, ça se tourne vers un truc que j'apprécie pas tant que ça. J'espère qu'ils vont plutôt se tourner vers un truc plus sérieux et j'espère que par la suite ça sera arrangé. Mais du coup, Kevin Owens a challengé, enfin Sami Zayn et Kevin Owens ont challengé du coup Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser pour un match ce soir directement. Comme ça, ils le font plus chier et on passe à autre chose. Donc c'est accepté, on a eu le match, il n'a pas duré méga longtemps, victoire de Sami Zayn et Kevin Owens assez logique. Et j'espère que par la suite, on aura une autre opportunité entre les deux. Même si j'ai quand même déjà ma petite idée pour qui sera la fameuse équipe qui aura le plus de chances de détrôner Kevin Owens et Sami Zayn. Si la WWE fait les choses correctement, on en parlera juste après. Ensuite en backstage, on a Sonya Deville et Chelsea Green qui voulaient du coup donner leur truc pour signer la pétition à Johnny Gargano, Candice LeRae, Indy Hartwell et Dexter Lumis. Réunion de famille entre The Way. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de The Way, moi je suis vraiment pas fan. Je suis un grand fan de Johnny Gargano, mais
de cette manière-là que j'ai envie de voir Johnny Gargano mis en avant, d'une manière plutôt humoristique ou dans un truc un peu plus friendly. Je suis pas vraiment fan de cette idée-là. Moi, je suis vraiment fan du Johnny Gargano qui a prouvé du côté d'NXT qu'il pouvait être main eventer, qui a prouvé qu'il pouvait faire des choses grandioses, même pas que à NXT. Mais ouais, en vrai, ça me dérange un petit peu. Bon, je suis quand même satisfait parce qu'on va peut-être le voir un peu plus souvent et d'après les rumeurs, euh, on a Triple H qui a vraiment envie de mettre en avant The Way de cette manière-là. Par contre, chose intéressante qu'il y a eu durant ce segment-là, c'est que Johnny Gargano, à la fin, il va dire que quelqu'un est bientôt de retour. Enfin, il va pas le dire de cette manière-là, mais il va s'adresser aux membres de The Way et il va dire il est bientôt de retour, les gars. Et là, à ce moment-là, on voit Candice LeRae qui est un petit peu dubitative. Elle va dire ah, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Regarde, Dexter Lumis, il est pas fan lui non plus. Donc à ce moment-là, moi, je pense directement à Tommaso Ciampa. Je pense pas du tout à Austin Theory. Je pense qu'Austin Theory, c'est un projet que la WWE essaye de faire mousser, même si c'est un petit peu compliqué actuellement. Et je pense pas qu'ils ont pas l'intention. Je pense pas qu'ils ont l'intention de ramener Austin Theory dans The Way. C'est peut-être plus Tommaso Ciampa qui aurait plus de chances de revenir là-dedans, enfin de venir là-dedans du coup. Mais on sent que pour certains membres de The Way, c'est un peu compliqué. Ils sont peut-être pas fans de cette idée-là, puisqu'on garde toujours en tête que Tommaso Ciampa il est instable. Il a quand même fait un heel turn mémorable sur Johnny Gargano. Et puis la relation entre les deux, même si ça reste de très très grands amis à l'écran de temps en temps, elle est un peu instable aussi. Et on sent qu'à tout moment ça peut partir, que ce soit du côté de Johnny Gargano ou du côté de Tommaso Ciampa. Un coup de chaise c'est très vite parti, ou même une attaque c'est très vite parti. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est pour moi le segment le plus intéressant de la soirée du côté de Monday Night Raw, parce que on tease un truc et on sent que il y a un truc qui essaye de nous tenir par la suite. Je suis un grand fan de Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Je rêverais d'avoir une réunion de DIY qui fassent leur truc, qui fassent leur petit run, qui deviennent peut-être champions par équipe par la suite. Avoir un gros match entre Kevin Owens et Sami Zayn face à DIY à SummerSlam, je serais trop fan. Donc j'espère personnellement et j'ai hâte de voir qu'est-ce que sera la suite par rapport à ça. Ensuite, on a eu un match entre Nikki Cross et la nouvelle recrue Zoe Stark, la nouvelle recrue de NXT, qui fait ses débuts à Monday Night Raw après un segment backstage où Zoe Stark elle a challengé Nikki Cross. Match pas très long, le public était vraiment endormi. De toute façon, le public était endormi pendant tout le show et c'est vraiment dommage parce qu'à début, à ce moment-là, ils sont obligés de rajouter des fake crowd noise. Donc victoire de Zoe Stark qui va remporter le match. Le public n'était vraiment pas derrière ce match-là, ils ont fait zéro bruit. Mais victoire de Zoe Stark qui remporte le match assez facilement avec son finisher. J'oublie toujours le nom, mais il est super bien son finisher, je trouve. Ensuite, Trish Stratus va faire son entrée. Elle va faire une promo que je trouve un peu embarrassante. Enfin, du moins, elle n'est pas méga intéressante sa promo. Elle va encore une fois parler de Becky Lynch. Elle va dire qu'elle a fait de son mieux pour rechercher Becky Lynch avec tous les avis de recherche qu'elle a pu faire sur ses réseaux sociaux. Enfin bref, elle va raconter sa vie. Ensuite, elle va critiquer un peu la fille de Becky Lynch. Puis il y aura la musique de Becky Lynch qui va retentir, mais puis elle va rigoler parce qu'il n'y a personne qui arrive. Elle va dire que tout le monde est tombé dans le panneau et que Becky Lynch est sûrement perdue dans un coin de l'Iowa. Enfin bref, une promo pas très intéressante je trouve, mais à ce moment-là, Becky Lynch elle arrive derrière Trish Stratus, elle va faire un exploder, ensuite elle va prendre le micro pour dire que The Man est de retour et que elle est de retour pour buter le cul de Trish Stratus. Donc probablement que cette feud mènera à SummerSlam, même si SummerSlam c'est pas tout de suite du tout, donc ça va être très très long je pense. Et je pense que sur la fin, ça va tirer en longueur, ça va être pas du tout intéressant. Mais ouais, je suis pas vraiment hypé par cette idée d'avoir Trish Stratus contre Becky Lynch. Surtout, on a Trish Stratus dans le rôle de heel, quoi. C'est vraiment pas méga intéressant. Je pense pas que ce soit son meilleur rôle à Trish Stratus d'être heel. Je pense que à chaque fois qu'on a des légendes qui font leur retour, c'est mieux de les laisser face, faire la facilité. Tu les mets en face, tu les fais battre enfin, tu les fais perdre face aux superstars actuels pour donner un petit peu de crédit et puis c'est bon, c'est fait. Parce que là, vraiment pas impliqué du tout dans cette histoire avec Trish Stratus et ça m'intéresse vraiment pas du tout. Donnez-moi votre avis vous dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, mais personnellement c'est pas mon cas. Ensuite, on a eu un match en simple entre Xavier Woods et Dominic Mysterio après un segment backstage encore une fois. De toute façon à Raw, tous les matchs tous les segments backstage mènent à un match et même à SmackDown d'ailleurs. Donc Xavier Woods qui continue à être mis en avant parce que Kofi Kingston n'est toujours pas apte à revenir j'imagine, et Biggie non plus visiblement. D'ailleurs aucune trace de Randy Orton non plus. Mais du coup Xavier Woods contre Dominic Mysterio, malheureusement il va perdre Xavier Woods. Donc Dominic Mysterio va remporter le match, c'est peut-être la meilleure issue pour ce match là. Mais je sens qu'on se dirige vers une feud de Biggie j'allais dire. New Day face à Judgment Day, ça pourrait être bien en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait nous réserver en espérant que Finn Balor lui et des ambitions un peu plus grandes qu'affronter le New Day parce que ce serait un petit peu dommage.
Et pour terminer, on a eu la demi-finale, le main event de Monday Night Raw. Finn Balor contre Seth Rollins, celui qui remporte le match se dirige vers Night of Champions. Super bon match entre Finn Balor et Seth Rollins. De toute façon, les mecs maintenant se connaissent depuis très très longtemps. Ça me fait toujours du mal de me dire que leur premier match en 1 contre 1, c'était il y a 7 ans maintenant à SummerSlam, où Finn Balor du coup avait battu Seth Rollins pour devenir le premier champion universel. Le temps passe vite et j'ai l'impression à chaque fois que je repense à ces moments-là qui étaient grandioses, parce que 2016 pour moi ça reste une très très belle période à la WWE, voire même la dernière bonne période de la WWE. Et ça fait toujours mal Enfin, quand je repense à ça, j'ai l'impression que je suis encore bloqué là-bas. Moi, j'attends le push de Finn Balor, moi. Mais bon, 7 ans plus tard, les choses sont un petit peu faites trop tard et c'est un peu bizarre de se dire que même maintenant, Finn Balor a toujours pas de push, même s'il est quand même bien mis en avant. Je pense que son heel turn et son implication dans le Judgment Day et surtout le fait que Triple H soit au booking, ça l'aide un petit peu à être mieux mis en avant et plus utilisé réellement pour pusher d'autres superstars, même si pour l'instant ça reste toujours le cas. Il donne beaucoup de victoires, il donne beaucoup de victoires Finn Balor et il prend beaucoup de défaites. Et c'est un peu triste, mais j'espère que Finn Balor un jour aura sa chance et pourra être champion lui aussi et avoir le règne que tout le monde a attendu parce que maintenant, 7 ans plus tard, toujours aucune trace de ce règne qu'on attendait tous. Enfin bref, super bon match entre Finn Balor et Seth Rollins, toujours une bonne alchimie entre les deux. Finn Balor à un moment donné va reproduire le spot qu'il a blessé du coup à SummerSlam. Il va prendre Seth Rollins, il va faire un buckle bomb sur la barricade du coup. Donc Seth Rollins lui va pas se blesser évidemment puisqu'il va pas faire la même erreur que Finn Balor qui s'est retenu à la barricade. Même si en vrai c'était pas une méga erreur, hein. C'est juste ça arrive quoi, c'est une blessure. Mais bon bref. Et à la fin du coup Seth Rollins va faire un truc assez spécial. Il va se retourner, il va faire un curb stomp mais inversé du coup, il va faire un curb stomp sur la gueule de Finn Balor et ensuite il va reprendre Finn Balor. Je crois qu'il fait un pedigree et puis il enchaîne avec un curb stomp. Mais je trouve que même dans ce match là, Finn Balor est plutôt protégé, il perd pas d'une manière humiliante. Mais victoire de Seth Rollins du coup qui remporte le match et qui se dirigera vers Night of Champions. On verra qui il va affronter. On a déjà les triple threat matchs qui ont été annoncés pour SmackDown, donc je pense qu'on aura Edge, Rey Mysterio contre AJ Styles et Sheamus contre Bobby Lashley contre Austin Theory. Ou alors Austin Theory est dans le match d'AJ Styles et Edge, et Rey Mysterio lui il est avec Bobby Lashley et Sheamus. Enfin bref, j'ai oublié, mais j'espère en tout cas que ce sera soit AJ Styles contre Seth Rollins qui pourrait être vraiment grandiose, j'en garde un très très bon souvenir de Money in the Bank 2019, ou Edge contre Seth Rollins, où là aussi on avait eu la fameuse trilogie où c'était vraiment de très bons matchs entre les deux. Et dans tous les cas, je vois Seth Rollins remporter le match. Et ça pourrait être vraiment très très bien. Donc voilà, fin de cet épisode de Raw, premier Raw où les rosters de la draft ont été appliqués. Pas trop de mise en avant de nouvelles superstars, à part Zoe Stark qui a apparu et qui a fait un match. À part ça, on a eu 2-3 clips où on avait Indus Sher, enfin bref, on s'en fout un petit peu de ça. Mais pas vraiment la même implication qu'on a pu avoir durant les précédentes drafts, enfin surtout la draft 2016 où là vraiment les superstars de NXT, t'es impliqué maintenant, t'es là-dedans, tu vas être impliqué dès le premier jour. Donc un peu déçu par rapport à ça, surtout déçu qu'on n'a pas eu de nouveau stage, pas de nouveau logo, pas de nouvelle intro, pas de nouvelle corde. Enfin bref, c'est un peu décevant, mais bon, je pense qu'à WWE s'en fout un petit peu et ils gardent la facilité. De toute façon, maintenant c'est business avant tout et que les cordes soient blanches ou rouges, ils s'en foutent un petit peu. Donc voilà, mais après dans la globalité, je trouve que l'euro était super bon, enfin super bon, très très bon. C'est un petit peu un grand mot, mais je trouve qu'il était bon et il n'y a pas y a pas quelque chose qui m'a déçu comme il peut se passer en général. Toujours un truc en général qui me déçoit et qui m'énerve un petit peu. Mais là, pas grand chose qui m'a déçu. Donnez-moi vous aussi votre avis dans les commentaires par rapport à cet épisode d'Euro. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que catch les sports. Bisous bisous.